Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ce 233e briefing. Alors, comme vous savez, le briefing du lundi est désormais consacré aux actualités internationales et bien entendu à tout ce qui entoure la relation russo-ukrainienne, si on peut dire, et qui gagne bien entendu le reste du monde et avec tous les développements trumpiens et autres qui n'arrêtent pas de tomber, de changer, de varier. Avec une surprise toujours générale, quelqu'un parlait du Père Noël avec une hotte toujours pleine, avec pleine de surprises. Alors c'est un petit peu ça qui s'inscrit dans le dur exactement. Donc, bien comme toujours, c'est sur ces domaines-là, c'est Igor qui va nous en parler. Bien entendu, Arnaud et Pavel sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas pendant l'intervention d'Igor éventuellement à poser vos questions. Si n'ont pas été évoquées pendant ce discours, ben, on sera un plaisir d'y répondre après. Voilà, Igor, c'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Je vais évidemment commencer par ce qui était impossible je dirais, de manquer la fin de semaine dernière. C'est la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, à la Maison-Blanche, avec l'épisode du bureau ovale, la scène du bureau ovale. Cet entretien entre le président Trump et Zelensky qui a tourné à la joute verbale, à l'empoignade. En fait, cet entretien avait plutôt bien commencé. Je rappelle que c'est un entretien qui a duré en tout une cinquantaine de minutes. Sur cette cinquantaine de minutes, il y a environ 40 minutes où les choses se passent plutôt bien. Monsieur Zelensky qui s'est pris une remarque en arrivant sur son accoutrement, mais en fait ensuite passe une grande partie de l'entretien à montrer des photos au président américain, de prisonniers de guerre ukrainiens, de choses comme ça pour le sensibiliser sur ce qui se passe sur le front. C'est sur les 10 dernières minutes, un peu moins, que les choses dérapent totalement, avec une séquence parfaitement inédite qu'on n'avait jamais vue dans le bureau ovale depuis plusieurs décennies, à mon avis, avec des échanges qui montent très vite dans les tons, qui deviennent très rapidement violents entre le président américain et le président ukrainien. Le vice-président américain Vance s'en prend aussi à Monsieur Zelensky avec Zelensky qui se retrouve, se fait réprimander, qui se fait humilier même par le président et le vice-président américain. Et Zelensky qui essaye d'argumenter, qui en fait rentre dans la discussion avec Trump et Vance, qui est probablement d'ailleurs son erreur. Et on voit dans son langage corporel qu'il est tendu, crispé, qu'il bout à l'intérieur de lui. Ça se voit un peu dans son regard. Il en chute libre en réalité. Et les deux responsables américains qui empilent les leçons, qui font des leçons à Zelensky, lui reprochent quelque part que la guerre continue. Il faut arrêter la guerre. Les États-Unis veulent la fin de la guerre. Entendu, Zelensky serait un obstacle à la fin de la guerre. Monsieur Trump explique au président ukrainien qu'il a un gros problème, hein, je cite les expressions de Donald Trump, vous avez un gros problème, vous ne gagnez pas, vous n'avez presque plus de soldats. Monsieur Vance explique que Zelensky se livre à de la propagande chez lui et ailleurs. Donc des choses qu'on n'a absolument pas du tout l'habitude d'entendre d'une manière générale, j'allais dire dans le bureau ovale, mais à plus forte raison sur le sujet ukrainien, entre un responsable, premier responsable occidental et le président ukrainien. Donc dans des termes très très durs. Et Monsieur Trump qui explique donc à Volodymyr Zelensky que l'Ukraine devra en venir à un compromis avec la Russie puisqu'il n'a plus de cartes dans ses mains. Il lui dit, vous n'avez plus de cartes. Et que l'Ukraine devrait être reconnaissante à l'égard des États-Unis qui, je cite, essaient de sauver l'Ukraine. Bon, en fait, il y a eu plein de phrases comme ça, avec beaucoup de reproches qui ont été faits alors, en l'espace de quelques minutes, hein, 5, 6, 7 minutes, une montagne de reproches qui sont adressés à Volodymyr Zelensky, qui, on le voit dans son regard pendant la conférence, enfin la conférence de presse qui n'a pas eu lieu, mais pendant l'entretien, perd un petit peu, comment dirais-je, perd ses moyens. Alors la conférence de presse, justement, effectivement, a été annulée. L'accord sur le sous-sol ukrainien qui devait être paraphé par Zelensky et Trump, a évidemment, ne l'a pas été. Et Monsieur Trump a expliqué que Zelensky reviendra à la Maison-Blanche lorsqu'il sera d'accord de faire la paix, c'est-à-dire de signer la paix. Alors, sinon, c'est pas la peine qu'il revienne. Alors depuis, les choses n'en sont pas restées là. Monsieur Zelensky est allé faire un direct sur Fox News pour essayer de faire
désamorcer la crise. Il a fait des tweets sur X pour remercier les États-Unis, mais les dirigeants américains n'en sont pas restés là. Et depuis vendredi, on a toute une série de déclarations. Il continue de s'en prendre personnellement à Volodymyr Zelensky, hein, sur un registre vraiment vexatoire, hein. Ça va de son accoutrement, puisque Trump a quand même eu un post où il explique que les États-Unis ont donné 500 milliards à l'Ukraine et M. Zelensky n'a même pas acheté un costume, ce qui est quand même très vexatoire. Monsieur Rubio, secrétaire d'État, explique que Monsieur Zelensky doit présenter des excuses aux États-Unis et qu'il y a en réalité une insinuation comme quoi il serait un obstacle à la paix. Le sénateur Lindsey Graham, républicain, a clairement fait comprendre que de son point de vue, Monsieur Zelensky était un obstacle à la paix. Donc une remise en question de la légitimité de Volodymyr Zelensky. Monsieur Waltz, conseiller à la sécurité de Donald Trump, explique que M. Zelensky n'est pas le partenaire adéquat pour parler, et que par conséquent, il insinue qu'il faudrait peut-être un autre partenaire, et donc il faudrait que M. Zelensky quitte son poste. Donc encore une attaque contre la légitimité de Volodymyr Zelensky. Donc pour Donald Trump, si vous voulez, il y a vraiment une dimension politique intérieure aussi dans cette crise, hein. C'est-à-dire qu'il y a le côté I want my money back. Ça, pourquoi j'ai payé? Qu'est-ce que ça me rapporte? D'autre part, il y a aussi toujours l'idée de solder l'héritage démocrate, c'est-à-dire que pour lui, Zelensky est une incarnation de la politique de l'administration Biden, mais aussi de l'administration Obama, dont il était question dans les échanges très violents entre les deux hommes, et que lui, évidemment, prétend ne rien avoir avec ces politiques qui, pour lui, sont des politiques qui ont échoué et qu'il faut solder parce qu'elles coûtent à l'Amérique et, de son point de vue, ne rapportent rien. Il y a évidemment une volonté de recentrage sur les défis domestiques aux États-Unis. Il n'y a qu'à voir son tweet un peu plus tôt aujourd'hui où il explique qu'il faut se recentrer sur la question migratoire, sur les narcotrafics, sur le chômage, etc. Et selon lui, arrêter avec l'obsession de Poutine. Et puis, le FBI, avec son nouveau directeur, hein, qui a été confirmé la semaine dernière, M. Kash Patel, eh bien, le FBI a demandé au Congrès qu'une enquête, enfin, de pouvoir diligenter une enquête sur où est-ce que l'argent que le contribuable américain a payé à l'Ukraine a fini, à quoi il a servi. Donc on voit qu'en fait, aux États-Unis, on n'en reste pas là. On continue d'enfoncer le clou sur ce sujet-là, avec évidemment une dimension très personnelle sur Zelensky qu'on a évoqué, hein, la semaine dernière avec Arnaud, hein, d'où vient un peu cette rancœur personnelle presque de Trump à l'égard de Zelensky, et évidemment un prisme intérieur qui, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger pour comprendre la violence de cette scène et la réaction des dirigeants américains. Alors, autre réaction, celle des Européens à l'égard de cette débâcle diplomatique ukrainienne à Washington. Eh bien, les Européens se sont réunis en urgence à Londres dimanche. Quand je dis les Européens, c'est certains dirigeants européens, avec Justin Trudeau, qui est sur le départ, mais qui est toujours en fonction, et le secrétaire général de l'OTAN, pour donc une réunion de crise en quelque sorte, hein, autour de Volodymyr Zelensky, pour réaffirmer le soutien des Européens à l'Ukraine, tirer les conséquences de cette séquence pour voir ce que les Européens peuvent faire pour continuer à soutenir l'Ukraine, avec le fait qu'on ont été réaffirmé la nécessité de dépenser plus pour la défense de l'Europe, mais les Européens ont quand même reconnu il n'était pas question de régler ce conflit en Ukraine sans les États-Unis, qui auraient besoin des États-Unis pour tout règlement de ce conflit et qu'il fallait également, alors il y a aux propositions franco-britanniques, hein, de messieurs Starmer et Macron, proposition d'un cessez-le-feu partiel pour un mois qui concernerait les attaques menées dans les airs et les attaques en mer et les attaques sur les infrastructures énergétiques. C'est une proposition de cessez-le-feu qui va être soumise au président Trump par les Français et les Britanniques ces jours-ci, dès lors qu'elle sera pleinement élaborée et qui servirait d'amorce pour essayer de reprendre la main sur le tempo. Parce que le problème pour les Européens, c'est que depuis 3 semaines, ils se font imposer le tempo par la Maison-Blanche sur le dossier ukrainien. Ils ont peur d'être complètement pris de court et donc essayent, à défaut de reprendre l'initiative, qui, à mon avis, ils ont bien du mal à récupérer, eh bien, c'est de ne pas être complètement largués en race campagne par les initiatives de la Maison-Blanche d'une part et par le trac russo-américain, enfin
les pourparlers russo-américains qui continuent d'avancer sur les aspects vraiment bilatéraux de la relation, comme on a évoqué jeudi dernier. Alors, troisième et dernier point, côté russe, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a vu sur cette retenue de cette séquence de vendredi? Alors évidemment, il y a une satisfaction et une sorte même de délectation de voir Volodymyr Zelensky se faire humilier ainsi par le chef de la Maison-Blanche. Maintenant, il y a, à mon avis, toujours pas de, comment dirais-je, d'illusion sur ce à quoi pourraient aboutir les pourparlers sur le règlement du conflit, puisque les Européens, pour l'instant, restent sur une ligne quand même très dure et sur la ligne de la confrontation et sur la ligne du champ de bataille pour l'instant. Il n'est pas question pour eux de ce qu'on retient de ce sommet à Lancaster House, et bien de se ranger sur l'apaisement, un petit peu comme Trump souhaite le jouer. Donc les Européens ne veulent pas suivre pour l'instant dans la démarche de la Maison-Blanche. Il n'y a qu'à voir je vous renvoie au discours prononcé par Vladimir Poutine devant le collège du FSB la semaine dernière, où il a mis en garde ses anciens camarades en leur disant il y aura des tentatives de sabotage des pourparlers russo-américains venant de l'extérieur, surtout. Et là, il faisait directement allusion aux Européens. Et quid si Donald Trump décide in fine de s'en laver les mains, c'est-à-dire que au bout de X semaines, X mois, il ne se passe rien, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait vu, souvenez-vous, pendant le premier mandat de Trump avec la Corée du Nord. Il y a eu 3 ou 4 rencontres, je crois, avec Kim Jong-un. Et finalement, bon, Donald Trump est allé se promener sur la zone démilitarisée, donc c'est des choses qu'aucun président américain n'avait fait avant lui. Il avait été effectivement disruptif sur le dossier, mais au final, les choses en sont restées là et on n'est pas allé beaucoup plus loin. Évidemment, c'est deux crises totalement différentes, des contextes totalement différents, mais évidemment, il y a un point d'interrogation sur finalement le fond du problème, parce qu'une fois de plus, lui veut aller vite et veut terminer ce conflit. Les Russes, eux, vont pas se contenter d'un accord cosmétique pour que Trump ait son prix Nobel de la paix, mais ils veulent vraiment régler ce qu'ils appellent les causes profondes du conflit. Et ça, évidemment, on va vite arriver sur le fond du dossier et sur le fond du règlement du conflit. Pour l'instant, on a toujours rien de neuf depuis la semaine dernière. Voilà, Gilles, je m'arrête là. Bien, alors on a pas beaucoup de questions, mais quelques-unes quand même. Je crois qu'Arnaud voulait intervenir. Oui, juste pour rappeler qu'il y a deux échéances, l'une connue, l'autre inconnue, mais qui seront importantes dans la succession d'événements qu'on a décrites. C'est d'abord le sommet extraordinaire de l'Union européenne qui aura lieu jeudi, et la rencontre en cours de préparation, et dont il se dit qu'elle pourrait intervenir assez vite entre Trump et Poutine. Donc voilà, dans pour la suite de l'épopée autour de la crise ukrainienne et de son règlement, les deux événements qu'il faudra suivre de très près au cours des prochains jours, peut-être semaines, en ce qui concerne le sommet Trump-Poutine, mais il se dit à Moscou que les préparatifs s'accélèrent. Alors, on a une question dit, dans quelle mesure peut-on voir dans ces échanges un théâtre, c'est le bon mot, le théâtre, pour engager l'opinion mondiale dans une voie préparée pour masquer un autre agenda, Chine, Arctique, etc. Je crois qu'il faut se défaire même si c'est parfois tentant, des hypothèses complotistes ou des... Non, comme l'a rappelé Igor, les choses se passaient plutôt normalement, sans chaleur évidemment, mais plutôt normalement pendant 2 minutes. Et puis ça a dérapé. Ce qui est nouveau et sidérant, c'est que ce soit en face des caméras. Normalement, ce genre d'échange, ce genre de dérapage, ce genre d'altercation, ça se passe mais en coulisses. Et je pense que ça se produit très souvent. Ce qui est choquant, c'est que le monde entier l'a vu. Est-ce que c'était préparé? Je relève que beaucoup de gens parlent de traquenard. Moi, ça me paraît assez peu crédible. Si l'on reprend la chronologie des événements, si l'on s'interroge sur la psychologie des uns et des autres, sur les positions des uns et des autres, on y allait tout droit. Encore une fois, il y a eu une petite étincelle, des maladresses, une sous-estimation, je pense, de la part de Zelensky du caractère, de certains traits de caractère de Trump. Trump n'est pas quelqu'un qui aime être contredit, surtout publiquement, surtout chez lui. Et voilà, on en arrive où on en est aujourd'hui.
Et rappelons quand même l'éthos trumpiens. Il a terminé cet entretien avec une déclaration narquoise en disant, en tout cas, ça fait un beau moment de télé. Et beaucoup de commentateurs se sont étonnés qu'il n'ait pas prononcé la sacro-sainte phrase You're fired, qui lui a valu une célébrité il y a quelques décennies. Mais tout ça, effectivement. L'autre chose intéressante dans les commentaires, c'est que ça sert quand même à quelque chose, un traducteur. Même lorsque les deux interlocuteurs peuvent converser dans une même langue, la traduction permet non seulement la précision du wording, mais également la possibilité de reprendre ses esprits, de réfléchir pendant que le traducteur travaille. Et c'est quelque chose qui, évidemment, a fortement manqué à partir du moment où la langue anglaise n'est pas la langue natale de Vladimir Zelensky. On sait tous à quel point le stress nous fait moins maîtriser une langue étrangère et a fortiori dans un moment pareil. Alors, beaucoup de la presse américaine, mais pas seulement, ont quand même remarqué l'indignité absolue de cette scène. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'entend pas beaucoup les anciens présidents comme Obama ou d'autres se commenter un peu ça, parce que c'est tout de même, effectivement, comme on l'a dit, du jamais vu dans les relations internationales, au moins dans le bureau ovale, qui avait jusqu'ici gardé une certaine dignité. Et on est tous surpris, je pense quand même, de voir des choses pareilles arriver et s'en vanter ensuite en disant c'est un moment de télévision. Ça semble assez lunaire quand même. Il est possible que les prédécesseurs de Trump, d'abord, se tiennent à un devoir de réserve, mais surtout comprennent que ce serait desservir la cause de Zelensky. À mon avis, L'histoire de l'abbé Pierre nous a montré que la notion de dignité est également fortement évolutive. Et, bon, Mais euh, on ne l'a su qu'après, Trump, on l'a su avant, donc voilà, c'est un peu différent. juste sur le fond, donc, où en est-on pour poursuivre l'explication d'Igor? Donc, on voit que Français et Britanniques essayent de revenir dans le jeu, essaient de réintéresser Trump finalement à la cause ukrainienne et à Zelensky, avec habilement cette idée de faire porter à Poutine la charge du refus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est, je pense, le plus inquiétant du point de vue ukrainien, c'est que s'enracine à vitesse grand V, c'est ce que disait Igor, dans les esprits des dirigeants à Washington, l'idée selon laquelle l'obstacle à la paix, c'est Zelensky. Et donc, Starmer et Macron essaient de mettre sur la table quelque chose qui, je pense, n'a aucune chance objectivement de réussir. Mais l'une des raisons du refus, ce sera le refus de Poutine, ce qui, encore une fois, permettra peut-être de diluer l'impression fâcheuse produite par Zelensky auprès de la Maison-Blanche. Après, fondamentalement, si l'on regarde où on en est aujourd'hui, il y a très peu de questions essentielles. C'est que peut faire l'Europe militairement et est-ce qu'elle veut le faire? Et accessoirement, est-ce que euh, la trajectoire ukrainienne peut être changée, en d'autres termes? Est-ce que il y a des scénarios où l'Ukraine est en meilleure posture dans 6 mois ou dans 9 mois qu'aujourd'hui? La vérité, c'est non, aux trois questions. L'Europe ne peut pas se substituer pleinement aux États-Unis, que ce soit financièrement et a fortiori militairement. Est-ce que l'Europe est prête à faire des choses, à oser des choses qu'elle n'a pas faites jusqu'à présent? La co-belligérance, par exemple, ça me semble extrêmement peu probable. Et est-ce qu'avec moins d'aide américaine, ce qui de toute façon était déjà acté, même si Madame Harris avait été élue, hein, la trajectoire de l'aide américaine, elle était déjà décroissante. Est-ce qu'il y a des scénarios qui verraient une Ukraine en meilleure posture pour négocier dans 6 mois qu'aujourd'hui? Personnellement, je n'en vois pas, et je crois que personne ne le voit. Donc, c'est un vrai piège qui se referme à la fois sur l'Ukraine et sur les Européens. Un piège militaire pour l'Ukraine, politique essentiellement pour nous. Et l'élément nouveau, c'est évidemment la position de Trump. Je pense que Poutine le voit très bien. Alors, Poutine s'interroge sur la réalité du découplage entre les deux rives de l'Atlantique. Est-ce que c'est définitif ou pas? Est-ce que Trump ne pourrait pas revenir à des positions plus traditionnelles? Il me semble que le vote à l'ONU qu'on a décrit et analysé la semaine dernière montre que c'est quand même assez sérieux, que ce n'est pas un caprice, que ça renvoie à des choses auxquelles ils ont réfléchi pendant longtemps. Euh, et alors,
imaginons, par exemple, qu'il y ait demain ou après-demain un sommet Trump-Poutine, que les deux hommes se mettent d'accord sur beaucoup de choses, y compris sur les contours d'un plan de paix, que ce plan soit refusé par l'Ukraine et par l'Union européenne. Et donc que le conflit se poursuive finalement avec une aide américaine réduite, voire nulle. Moi, il me semble que c'est en réalité le scénario idéal pour Poutine. Autrement dit, la poursuite du conflit avec les Européens et sans les Américains, je pense que c'est le scénario idéal pour Poutine. Pourquoi? Parce que ça pourrait permettre à son armée, in extremis peut-être, je suis prudent, d'atteindre ses objectifs. Et comme, encore une fois, selon toute vraisemblance, dans 6 mois, les positions de l'Ukraine et de l'Union européenne seront pires, on sera là vraisemblablement dans l'hypothèse d'une capitulation. Donc voilà, selon moi, où on en est aujourd'hui. Et encore une pierre d'achoppement importante, une communauté urbaine des Côtes d'Armor ont exigé de rebaptiser l'Atlantique le golfe de Bretagne. Alors, à nos auditeurs nous demandent bonjour. Est-on choqué de cette scène? Donc, la fameuse scène dans le bureau ovale. Est-on choqué de cette scène, même en Russie? Non, enfin, les spécialistes, les chercheurs en relations internationales, les commentateurs sérieux ont été, comme nous tous, sidérés. Il y a eu un moment d'incrédulité face à ce qui se passait en direct. Après, je ne prends pas beaucoup de risques en affirmant que la cause de M. Zelensky à Moscou suscite une compassion assez limitée. Et on est plutôt dans le registre de la délectation qu'évoquait Igor. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie des risques en réalité pour la Russie aujourd'hui, pour Poutine. Ce que dans un autre contexte et à une autre époque Staline qualifiait de vertige du succès, je pense que la Russie, enfin, Poutine va sans doute faire très attention justement à ne pas, comment dire, abîmer cette impression et à ne pas apparaître comme celui qui fait dérailler le processus et qui représente une menace. Donc, mais il peut y avoir cette tentation verbale chez certains, et puis peut-être une tentation militaire dans quelques semaines. En tout cas, j'observe que depuis quelques jours, il y a moins de grandes vagues de missiles russes sur les infrastructures ukrainiennes. Voilà, il me semble que Poutine, fort de ce qui s'est passé vendredi, et dans la perspective de sa rencontre avec Trump, va faire preuve de prudence. Est-ce Peut-être, que, pardon, est-ce que les non. Russes n'ont pas aussi enfin, d'une certaine façon, un peu la crainte, vu le caractère assez instable, on va dire, du président américain, imprévisible en tout cas, d'être traités de la même façon? C'est-à-dire que dans ce rapport du fort au faible, est-ce que dans la tête de Trump, il n'aurait pas un moment pensé que la Russie est faible parce qu'elle était affaiblie objectivement par ces 3 années de guerre et des choses comme ça, et de subir le même traitement, avec pas forcément le même succès d'ailleurs. La Russie est une grande puissance nucléaire et puis il y a un long cours, un long terme qui date de la guerre froide et même d'avant avec vous l'avez expliqué tous les deux, Igor et Arnaud, sur le retour à un monde bipolaire, le dialogue de puissance à grande puissance, sauf que maintenant c'est un monde tripolaire parce que les Chinois n'étaient pas là il y a un demi-siècle. Mais Trump n'est pas un perdreau de l'année. Il va sur il a quoi, 78, il va sur ses 80 ans. Donc c'est un homme qui a été formé pendant les années de guerre froide. Je ne pense pas qu'il puisse considérer la Russie comme un pays européen pour le coup. Non, et surtout, il considère que voilà, il y a quelques leaders dans le monde avec lesquels il peut discuter, peut-être pas d'égal à égal, mais en tout cas qui sont des leaders forts, qui représentent, qui incarnent quelque chose. Très clairement, Poutine en fait partie, le président chinois en fait partie, peut-être que le Premier ministre indien en fait partie aussi. Et très clairement, aucun leader européen, même s'il a de la sympathie, je pense, pour Macron, ne joue dans cette catégorie. Mais pour ajouter je pense qu'une des erreurs, autres erreurs de Zelensky et qui est venu, comment dirais-je, provoquer ce fiasco, c'est qu'il est venu avec ses anciennes méthodes, anciennes recettes pour parler à Trump et ça a pas pris, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il est venu avec les photos pour montrer des horreurs du front, des combats, etc., pour édifier le président américain. Ça a fonctionné avec à peu près tous les responsables occidentaux et peut-être même au-delà d'ailleurs depuis maintenant 3 ans.
Et ça prend pas sur Trump, ça a pas marché. Et d'autre part, et quand il a commencé sur le registre de vous devriez ceci, là ça a été terminé. Trump lui a dit, ou Vance, je sais plus, ne venez pas nous dire comment on devrait se sentir, qu'est-ce qu'on devrait ressentir. Le registre de l'émotion, en fait, sur ce plan-là, c'est une séquence très émotionnelle, mais sur cette émotion négative, ça n'a pas marché en fait avec Trump et ça a jeté en fait de l'huile même sur le feu, puisqu'à partir de là, ils ont ouvert comment dirais-je, la boîte à arguments et à leçons pour voilà, lui reprocher toute une série de choses. Donc, en fait, la méthode, la grammaire qu'il avait utilisée avec la précédente administration et avec les Occidentaux et qui marche encore avec les Européens, hein, d'une certaine manière, ne fonctionne pas avec Trump. Donc, tout simplement, le logiciel n'était pas le bon. Et un petit ajout par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'initiative de Macron et Starmer, le sujet de la sanctuarisation des infrastructures énergétiques. C'est pas un nouveau sujet, hein. L'été dernier, les Européens, excusez-moi, les Ukrainiens et les Russes, dans les discussions qu'ils avaient discrètement dans le Golfe, étaient quasiment parvenus à un accord pour sanctuariser les infrastructures énergétiques, avec également des discussions qui étaient nouées sur l'aspect des infrastructures portuaires, agriculture, etc. L'accord était quasiment ficelé et ça a capoté parce que les Ukrainiens ont déclenché leur offensive sur Koursk au mois d'août. À partir de là, les discussions ont été rompues. Donc en fait, la proposition de Macron et Starmer vise aussi à reprendre un petit peu les discussions qui avaient fonctionné il y a plusieurs mois de cela pour essayer de voilà de les ressusciter. Mais comme dit Arnaud, ça a peu de chances d'être très peu de chances d'être accepté par les Russes en réalité. Euh, Et facteur aggravant, encore une fois, la politique est aussi faite de symboles, c'est la déclaration britannique de ce matin qui finalement désavoue Macron. Macron annonce quelque chose, les Britanniques disent, bon, on ne s'est pas vraiment mis d'accord là-dessus. Quand la situation est aussi urgente et qu'il faut le faire preuve d'unité, voilà, on a l'impression que certains veulent mettre un peu la charrue avant les bœufs, que cette urgence conduit finalement à la précipitation, qui est très sûrement mauvaise conseillère en l'occurrence. C'est Mais le comme avec positionnement l'histoire des troupes au sol d'ailleurs, hein, qui il avait été désavoué par les Allemands le lendemain même de la réunion de Paris. Oui, on a l'impression, enfin c'est pas une impression, on constate qu'en Europe, dans les médias, mais également dans les milieux politiques, on s'interroge beaucoup et on met au cœur de la réflexion des sujets qui sont vrais sujets, mais qui ne se posent pas dans ces termes-là. Ces deux sujets, quels sont-ils? C'est le cessez-le-feu et le déploiement de troupes. En réalité, aujourd'hui, ce sont des non-sujets, tout simplement parce que Poutine n'en veut pas. Et comme le faisait remarquer le général Paloméros tout à l'heure, ancien numéro 2 de l'OTAN, français, aviateur, c'est Poutine qui a les rênes. Donc vous ne pouvez pas imposer un cessez-le-feu ou une trêve à Poutine. De même que vous ne pouvez pas imposer un déploiement, sauf à y aller sous le feu, ce qui est autre chose. Mais le positionnement des Britanniques est très intéressant et je ne sais pas combien de temps il va durer en réalité, parce qu'ils sont tiraillés entre deux éléments qui sont vraiment fondamentaux dans leur politique extérieure, qui sont d'un côté le tropisme vers l'Atlantique et l'alignement sur la puissance tutélaire américaine hein, qu'on connaît bien, l'anglosphère, etc. Et de l'autre côté, ils sont tiraillés par un vieux réflexe de la nation britannique dans sa relation à l'égard du continent européen, qui est le balance of power. Ça veut dire, ça fait 5 siècles que les Britanniques, dans leur politique étrangère à l'égard du continent, appliquent cette théorie selon laquelle ils font tout pour empêcher l'émergence d'une puissance considérée comme dominante sur le continent européen qui est perçue par eux, comme menaçante pour leurs intérêts. Donc ça a donné évidemment les guerres contre Napoléon, la guerre contre l'Allemagne nazie, ensuite évidemment la lutte contre le camp soviétique. Et donc aujourd'hui, ils sont tiraillés entre ces deux forces. Pour l'instant, ils sont évidemment dans la logique de contenir ce qu'ils perçoivent comme expansionnisme russe menaçant, etc. Donc, avec, on a vu, souvenez-vous, Johnson à l'époque aller à Helsinki, aller à Varsovie, aller dans les pays baltes, aller en Pologne pour signer des accords de sécurité avec tous ces pays depuis 3 ans. Et ce qu'in fine, ils vont pas se réaligner sur finalement l'Atlantique et puis lâcher les Européens continentaux et les laisser un peu face à leurs responsabilités dans cette histoire. Je sais pas, mais je sais pas en combien de temps Starmer, qui vient de prendre ses fonctions, hein, va rester sur ce portage-là. Donc combien de temps il peut incarner cette espèce de dualité dans cette politique-là. Il n'est pas le seul à être tiraillé. Il y a deux autres pays qui le sont presque autant, c'est la Pologne et l'Italie.
La Pologne qui, à aucun prix, ne veut rompre ou même altérer son partenariat avec les États-Unis et qui a beaucoup misé en Ukraine. Et Madame Meloni, c'est un peu pareil, un tropisme atlantiste très fort, surtout comparé aux positions de ses prédécesseurs. Et en même temps, une relation très forte avec l'administration de Trump. Je rappelle qu'elle est allée en Floride avant même, je crois, la prise de fonction de Trump pour négocier des satellites d'Elon Musk pour les communications gouvernementales italiennes. Donc oui, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Pologne, et ce ne sont pas des petits pays en Europe, sont écartelés dans le dossier ukrainien. Et ça risque d'être intenable. Alors, on a une question plus légère finalement, c'est qui nous demande pourquoi est-ce que les Russes sont si intéressés au rétablissement des lignes aériennes? Alors, déjà, euh, il y a un article intéressant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de réservations de Russes à Courchevel, donc c'est probablement pour y aller plus directement. Plus sérieusement, ce sont surtout les Européens qui sont demandeurs de rétablissement des relations rapides pour contrer la menace chinoise, comme souvent, puisqu'il y a un déséquilibre économique très fort pour les compagnies européennes, Air France, Lufthansa et autres, qui mettent 2 heures de plus pour les liaisons entre l'Asie et l'Europe, et donc sont concurrencés directement. 2 heures de vol de plus, ben, c'est autant de pétrole et des choses comme ça qui est consommé. Donc je pense que les Russes ont envie d'être désenclavés et tout le monde en a assez, y compris nous-mêmes qui vivons ici, d'avoir faire des tours et des détours pour repartir partout. Mais je pense que ce sera probablement une des choses qui reviendra le plus rapidement parce que c'est un intérêt commun. Je sais pas si vous avez à peu près la même analyse, mais Oui, alors pour l'instant, quand même, il faut rappeler qu'avec les Européens, il n'y a aucune discussion, hein, que les compagnies aériennes européennes y aient intérêt, c'est certain. Mais pour l'instant, les seuls avec lesquels les Russes en discutent sont les Américains. Et c'est un sujet assez mineur en réalité dans la relation bilatérale entre Moscou et Washington. Mais disons qu'il est probable que les Russes pensent que ça pourrait avoir un effet d'entraînement et donner des idées à d'autres, désinhiber certains acteurs économiques. certainement, oui. Très bien, ben on n'a pas plus de questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Donc, merci de votre fidélité à nos briefings. Nous avons beaucoup de monde aujourd'hui qui nous écoute en direct et on sait qu'ensuite, il y a beaucoup de monde qui nous regarde en différé sur YouTube. Et de plus en plus même, l'actualité nous aide certainement un petit peu. Et Pavel aussi. Voilà, donc merci à tous de votre fidélité. Et comme toujours, eh bien, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon. Buvez bon.